Comment convaincre la DSI de ne pas se focaliser sur la solution technique dès le commencement du projet? Alors pourquoi cette question? C'est parce qu'en tant que business analyst, effectivement, nous on sait qu'on commence par comprendre le besoin métier. Une fois qu'on a compris le besoin métier, on va réfléchir à comment le mettre en œuvre dans une solution. Et donc c'est ce qu'on appelle nous la conception fonctionnelle. Comment identifier les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles d'une solution cible pour que ça réponde aux besoins métiers, sachant que tous les besoins métiers ne seront pas adressés par la solution informatique. Certains besoins métiers, pour des raisons X ou Y, de budget, de complexité, de manque voilà, on n'a pas de consensus entre les parties prenantes, etc., peuvent ne pas, ou de délai également, peuvent ne pas être adressés dans la solution, ou du moins pas dans l'immédiat. Mais on part toujours besoin. Ensuite, une fois que j'ai compris tous les besoins, en tout cas les besoins du lot ou sur le sprint qui m'est assigné, je passe à la réponse technique. Eh bien, en général, il y a beaucoup de directions de systèmes d'information qui, dans leur tête, sont déjà dans la solution. Ils ont déjà identifié soit un éditeur pour une solution, soit techniquement l'architecture commence à les faire. Ils sont déjà en train de réfléchir à tout ça. Et quand le business analyst arrive, que ce soit tout au début du projet, voire avant le projet ou en cours de projet, par exemple, vous arrivez au moment de la conception fonctionnelle détaillée, sachez qu'avant cette phase, dans un projet de système d'information, il y a eu plein d'autres étapes qui a conduit à arriver à cette étape de conception fonctionnelle détaillée. Et là, patatras quand on est business analyst et que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas eu de besoins métiers qui ont été recueillis ou c'est très light, hyper léger, ce qui fait que quand vous allez commencer à faire la conception fonctionnelle détaillée, vous allez déterrer tous les jours des nouveaux besoins qui n'auront pas été élicités, donc recueillis. Donc, élicitation, j'ai déjà fait des vidéos dessus, c'est le recueil d'une information exhaustive, fiable, vérifiée et consensuelle. Donc, quand je parle d'éliciter, c'est cette définition-là. Donc voilà, en tant que business analyst, ça peut être très très touchy parce qu'on vous dit, ok, dans 15 jours, tu me donnes tes specs pour tel lot, ou tu fais tes user stories pour tel lot, et en fait, vous vous rendez compte que, alors peut-être pas dans l'agilité, parce que c'est au contraire l'avantage de l'agilité de pouvoir recueillir les besoins métiers dans la foulée, mais en tout cas, souvent dans les projets gérés de manière un peu plus traditionnelle, on vous donne un délai pour concevoir la solution de manière fonctionnelle, et on ne vous a pas prévu dans votre feuille de route du temps pour aller recueillir les besoins métiers, où on vous dit, tiens, tu regardes le cahier des charges, tu regardes les BRD, et en fait, ce n'est pas du tout suffisant. Donc, vous êtes obligé, vous, de creuser, sinon vous n'êtes pas capable de faire correctement votre conception fonctionnelle. Donc, c'est important déjà de comprendre pourquoi la problématique se pose, pourquoi cette question a été posée plein de fois par les business analysts. Et donc, comment faire quand vous arrivez, par exemple, dans un projet où justement la feuille de route, elle est établie? Comment faire pour agir dessus? Le chef de projet n'a pas du tout envie que vous arriviez avec vos gros sabots et que vous pétiez sa feuille de route, sa roadmap, son planning, que vous réclamiez un budget supplémentaire, etc. Pareil pour le DSI. Donc, mes conseils, parce qu'effectivement, c'est très compliqué. Premièrement, il faut que vous compreniez le positionnement de votre DSI au sein de l'entreprise dans laquelle vous intervenez. Est-ce que c'est une DSI qui est considérée plutôt comme un support technique, qui va faire la maintenance ou des infrastructures ou des applications, mais qui n'a pas forcément de pôle projet? Est-ce que par contre, ça peut être un vrai partenaire stratégique de la direction? C'est très simple. Déjà, si vous avez un CIO, souvent, c'est induit, il est dans le board of directors, il est vraiment le partenaire du PDG et des autres cadres exécutants. Donc, si déjà il est dans le comité exécutif, c'est très bon signe parce que ça veut dire qu'on compte sur lui pour participer à l'essor économique de l'entreprise. Si par contre, effectivement, c'est, comme j'ai pu le rencontrer, des entreprises qui sont entre guillemets anciennes, ça fait longtemps qu'elles existent, après elles ont progressé, mais elles n'ont pas fait non plus une énorme progression dans leur secteur, et il y a eu des besoins qui ont évolué, et la direction, c'est plutôt une direction informatique, c'est très technique, puis progressivement, comme il y a eu l'évolution des nouvelles technologies, tous les enjeux dont je vous ai parlé au niveau innovation, on va leur mettre sur la table des projets innovants ou de systèmes d'information auxquels ils n'ont pas du tout l'habitude, parce qu'eux, c'est des techniciens. Donc, déjà identifier un petit peu quel est le profil de la DSI, de votre DSI. Deuxième chose, ça va un peu avec, mais il faut identifier la répartition des rôles et responsabilités entre les pôles métiers et la DSI pour tout ce qui est projet lié aux données.
Donc, si vous avez un projet lié aux données, dont je vous ai parlé tout à l'heure, est-ce que vous avez plutôt l'impression qu'il y a des sortes de key users, d'utilisateurs clés dans les pôles métiers, donc voilà, comptabilité, marketing, etc., où c'est des gens qui sont déjà en fait des business analysts, mais ils ne le savent pas, en général, ils ne le savent pas, mais qui ont l'habitude de toucher l'informatique, ils comprennent des notions de base de l'informatique, etc. Ils ont l'habitude d'être l'interlocuteur clé du département informatique chez eux, et c'est eux qui initient des projets, ou c'est eux qui vont aller faire du benchmark pour trouver donc des analyses comparatives de différentes solutions et qui vont dire on veut cette solution, on a fait faire un POC au commercial de la solution et il nous a montré comment ça fonctionnait, c'est ça qu'on veut. En fait, en gros, ils ont déjà fait le boulot de ce que devrait faire une DSI. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, hein. Je dis juste qu'il faut identifier la répartition des rôles et responsabilités entre quels sont les projets finalement initiés par le métier et quels sont les projets initiés vraiment par la DSI de votre entreprise, pour tout ce qui est projet lié aux données en particulier. Et je vous ai parlé tout à l'heure de, attention, il y a parfois certains projets qui sont initiés par le métier, donc tout ce qui est organisation et gestion de la qualité des données. Par contre, une fois que ça s'est mis en place, eh bien, la valorisation des données, la gouvernance des données, leur maintenance, ça sera plutôt géré par le pôle IT, la DSI. Donc ça, voilà, avant de tout péter et d'aller voir vos DSI en disant oui, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, déjà comprenez bien les enjeux, dans quoi vous mettez les pieds, première chose. Ensuite, troisième chose, je l'ai intitulé « Psychanalyser votre DSI ». Mais c'est vrai en fait. Alors, je prends l'exemple, cette fois-ci, vous allez plaider votre cause et expliquer à un interlocuteur des DSI. Alors, ça peut être un chef de projet, ça peut être un directeur de système d'information, peu importe. Moi, je mets DSI de manière générale. Mais il faut savoir que si vous d'emblée vous arrivez en disant non mais j'y arriverai pas, là, il faut que je recueille les besoins métiers, je peux pas directement faire la conception de la solution, il me manque plein d'informations, vous allez le mettre déjà sur la défensive, la mettre sur la défensive, parce que ça peut donner l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur. C'est pas le but, hein. Le but c'est de vous montrer que vous êtes à la hauteur, justement vous connaissez bien, et c'est pour ça que vous conseillez de ne pas commencer directement par la solution technique. Donc déjà, ça peut vous porter préjudice. Et deuxièmement, ça peut lui le mettre ou elle la mettre sur la défensive parce que il a déjà tout planifié, il a réussi à avoir un budget, ça n'a pas été facile. Il sait que le budget il est déjà hyper court, qu'il aura du mal à tout faire avec le budget qu'on lui a accordé, que peut-être le PDG n'est pas très ouvert sur les projets de système d'information, ou qu'on lui dit non, on a déjà lancé un projet comme ça, on va pas recommencer. Donc lui, il y a un passif, entre guillemets, que vous ne connaissez pas. Donc, vous n'allez pas d'emblée râler en disant qu'il faut commencer par analyser, recueillir les besoins métiers. Il faut déjà le comprendre et se mettre à sa place, comprendre dans quel état d'esprit il peut potentiellement être. Et cet état d'esprit, il est double. D'abord, il est lié à ses propres compétences professionnelles. Donc, si c'est un DSI, si c'est un chef de projet. Est-ce que c'est un technicien en informatique qui a évolué vers un poste à responsabilité, que ce soit DSI ou autre, mais il reste technicien IT dans l'âme, c'est son truc. Il y en a plein, ils n'aiment pas manager, ils ont suivi un processus de carrière qui les a amenés à être chefs, mais en réalité, ils n'aiment pas manager, ils aiment bien, voilà, il reste des techniciens dans l'âme, c'est ça qu'ils aiment, quoi. Et d'ailleurs, vous les voyez souvent parce que ces gens-là, ils vont aller toucher aux bases de données, alors que ce n'est pas eux de le faire. Ils vont faire des tas de choses qui ne sont pas de leur ressort, mais parce que justement, ils aiment ça, tout simplement, ça leur manque. Donc, quel est le profil de l'interlocuteur que vous avez en face de vous? Alors ensuite, est-ce que c'est au contraire, il n'est pas technicien IT dans l'âme, ou alors peut-être qu'il a été, mais il a évolué, et lui, il est plutôt manager, cadre dirigeant, et il a une vision économique, financière, stratégique, globale du département, déjà, de son département, du système d'information et de l'entreprise. Déjà, vous le voyez, sa manière de parler, quelqu'un qui vient tout le temps vous demander, il parle de finance, bah, vous vous rendez compte déjà dans sa tête, ça va être ça. La première chose à laquelle il va penser, c'est combien ça va me coûter ou combien ça va me rapporter. Donc ça va être déjà sa manière de penser. D'autres vont être orientés, ah oui, c'est une entreprise qui croit beaucoup et mon PDG nous a demandé d'essayer de convertir un petit peu plus ou de trouver des nouvelles idées. Et là, il va se dire, voilà, je vais peut-être proposer à mon PDG des pistes de croissance innovantes, peut-être parce que ça l'intéresse lui, parce qu'il fait de la veille informationnelle et ça le fait kiffer, quoi, de regarder tout ce qui existe, toutes les nouveautés, ou parce qu'il est vraiment impliqué dans utiliser les innovations technologiques pour la croissance de l'entreprise. C'est vraiment des profils très différents. Ce qui n'empêche pas d'être
un technicien informatique, hein, mais il a une vision déjà beaucoup plus orientée entreprise, organisation avec un grand O. Hein. Après, la personnalité de votre interlocuteur, elle est importante parce qu'effectivement, vous aurez le financier qui pense qu'à ses sous, à son budget. Vous aurez le visionnaire qui a toujours des super idées pour améliorer les choses et à la limite, lui, c'est plutôt l'inverse. Il veut toujours le dernier gadget à la mode et il est très facilement influençable par des commerciaux, d'éditeurs qui vont lui montrer le truc à la mode, voilà, qu'il a envie aussi d'avoir. Il y a aussi le technicien, je vous l'ai dit. Il y a aussi des leaders, il y a des vrais leaders charismatiques. Malheureusement, ce n'est pas si fréquent que ça, mais quel que soit le poste. Il y en a qui sont effacés, qui auront du mal après, du coup, à argumenter face à leur propre direction. Il y en a qui sont plutôt amicaux, on va dire. Ils sont tout le temps en recherche d'être potes avec tous les gens de l'équipe, etc. Donc, déjà, la personnalité est importante pour votre manière de les convaincre. Après, qu'il faut commencer à penser besoin et pas solution informatique en premier. Ensuite, aussi, ça continue dans la psychanalyse de votre DSI ou chef de projet. Réfléchissez aussi ou essayez de comprendre, c'est plus subtil, quels sont ses objectifs de carrière personnelle, quelles sont ses compétences relationnelles et comportementales, parce que dites-vous bien que la plupart des projets de système d'information, un certain nombre de projets de système d'information qui échouent, et c'est dans le top 5 des causes racines des projets qui échouent, c'est parce que les parties prenantes, les dirigeants, ne sont pas d'accord entre eux. Et en fait, ça va être des guerres d'ego. Donc, guerre d'ego, souvent, parce qu'il y en a un tel qui veut prendre le lead sur le sujet ou qui veut montrer qu'il est incontournable, etc. Donc, les objectifs de carrière de votre DSI vont être importants, mine de rien, et ses compétences relationnelles et comportementales aussi. Donc, est-ce que vous risquez de le mettre en danger, sans vous en rendre compte, bien sûr, si vous lui demandez de sortir de sa zone de confort? Par exemple, c'est un technicien IT, et vous allez lui dire, en gros, de se positionner plus sur la compréhension du métier et de se positionner plus sur son rôle de communicant avec ses pairs, PAIRS. Peut-être que lui, il n'aime pas ça. Donc, inconsciemment, il va vous dire non parce que lui, il n'est pas à l'aise avec ce que vous lui demandez, comme effort, en fait. Est-ce qu'il cherche à progresser dans l'entreprise? Par exemple, apporter des nouvelles solutions à son PDG, etc. Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt consensuel? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt un DSI qui est plutôt focalisé aussi sur la satisfaction utilisateur ou alors sur les KPI de son service, par exemple, donc les KPI, les indicateurs de performance. Mettons qu'il est jugé parce qu'il a une rémunération variable sur combien de projets sont lancés par an. Alors ça, c'est dans les grandes entreprises. La satisfaction des utilisateurs, si elle est mesurée ou pas, les dépassements de budget, les dépassements de délai, etc., etc. Donc ça, il a des KPI sur lesquels il va être jugé en tant que manager. Donc, effectivement, ça peut toucher, en fait, votre demande va peut-être toucher à ça. Et puis, quelles sont ses relations avec les pôles métiers? Est-ce que c'est plutôt conflictuel ou est-ce que c'est un partenariat? Il y a des entreprises où la DSI et les pôles métiers, ils se fritent, mais alors bien. Et donc, les réunions, ça part en live. Donc, forcément, ça peut être compliqué de leur dire, il faut penser métier, il faut aller voir le métier, il faut penser besoin, etc., avant de commencer solution. Le nombre de fois où j'ai entendu, non, mais de toute manière, quand on s'adresse au métier, en général, ça devient encore plus compliqué qu'avant. Nous, c'est simple, on sait ce qu'on veut, on fait ça, et on leur imposera, et ils s'adapteront. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où j'ai pu l'entendre. C'est dramatique, franchement, mais ça arrive encore souvent. Donc ça, c'est ce que j'appelle la psychanalyse de votre DSI. Une fois que vous avez fait tout ça, alors ça peut être rapide, parfois on le sait de manière instinctive, mais pensez-y avant. C'est là que vous allez préparer votre argumentaire, puisque le but, c'est de convaincre. Donc, c'est une sorte d'argumentaire de vente. L'objectif, de faire comprendre à votre chef de projet ou à la DSI qu'il faut commencer par réfléchir besoin métier avant de réfléchir solution. Donc, on ne s'attaque pas à la description de la solution si on n'a pas compris clairement les besoins métiers qui sont sous-tendus. Alors, première chose, vous allez vous focaliser sur le DSI. Avec tout ce que je vous ai dit avant, vous mettez dans sa peau, quelles sont ses peurs, quelles sont ses attentes, qui est-il, est-ce qu'il a des attentes perso, sous-jacentes, tout ce qui est besoin non exprimé, latent, caché, que nous on va recueillir auprès des contributeurs, et bien il y en a aussi côté de votre management. À qui le DSI devra rendre des comptes? Est-ce qu'il sera en mesure aussi d'argumenter solidement auprès de ses propres chefs ou de son PDG avec les arguments que vous lui apportez? Prémâchez-lui le travail. Apportez-lui des arguments factuels, chiffrés,
clairs, nets, précis, non ambigus, pour que lui, après, il ait juste à les prendre et à les apporter pour demander un budget, par exemple, supplémentaire, pour pouvoir avoir le temps, ou un délai, ou des ressources, pour avoir le temps de faire ce recueil de besoins métiers. Donc, focus déjà sur le DSI pour vous mettre à sa place. Deuxième chose, faites preuve de pédagogie. Ça fait partie vraiment des compétences relationnelles et comportementales d'un business analyst. On fait tout le temps de la pédagogie, que ce soit auprès des contributeurs ou du management. Sachez que déjà, je voudrais vous poser la question, est-ce que vous êtes capable d'expliquer clairement votre rôle, votre métier de business analyst? Alors, j'espère oui, avec tout ce que je vous donne comme information, mais déjà, si je vous dis là maintenant, c'est quoi ton rôle, qu'est-ce que tu fais, est-ce que en quelques mots, vous êtes capable de le faire? Ensuite, est-ce que vous êtes capable de donner votre plus-value? Et je vous retourne la question que vous vous posez, est-ce que vous-même, vous êtes capable d'expliquer pourquoi on doit commencer par penser besoin métier avant de penser à la solution elle-même? Est-ce que vous-même, vous êtes capable d'expliquer? Parce que sachez que si vous avez déjà du mal à l'expliquer clairement, sans ambiguïté, pensez bien que votre DSI, il aura encore plus de mal que vous parce qu'il connaît mal la business analyse. En tout cas, il pense que le business analyst, il est là pour faire des specs et des tests métiers éventuellement et la formation utilisateur. Et voilà, il est complètement... c'est très restreint dans sa tête, le rôle d'un BA. Donc déjà, première chose, vous soyez au clair avec ça et expliquez clairement, de manière synthétique, parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de temps à vous accorder, tous ces gens-là, ce qu'est la BA. Une fois qu'il a compris, il faut aussi que vous expliquiez juste, attention, le besoin métier, il y a des besoins exprimés, mais même les besoins exprimés, parfois, ils sont mal exprimés et ce n'est pas des besoins racines. Et puis, vous avez aussi les besoins latents, les besoins cachés, les besoins non exprimés. Et tous ces besoins-là, plus on les découvre tard, plus ils vont coûter cher au projet, parce qu'ils vont émerger à un moment donné, de toute manière. Donc, si on ne prend pas le temps de les recueillir au début, ça va nous répéter à la gueule plus tard, de toute manière. Et ça va coûter cher. Et plus l'architecture informatique aura été déjà mise en place, plus le projet aura avancé, plus ça va être complexe, voire impossible à faire et dangereux, du coup, pour le projet et forcément pour le porteur du projet, qui est sans doute la personne à laquelle vous parlez. Donc déjà, lancez les petites perches en disant « Ok, mais comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on a recueilli tous les besoins cachés, latents, non exprimés, etc. » Ensuite, donc vous devez expliquer très rapidement, mais vraiment très rapidement, ce que c'est que ces différences-là, et expliquer qu'un besoin n'est pas une exigence de la solution. Vous pouvez avoir besoin de quelque chose, et dans la solution informatique, ça va être mis en place sous forme de fonctionnalités ou d'exigences non fonctionnelles qui seront tout ou partie capables de répondre aux besoins initiaux. J'ai fait déjà des vidéos dessus, donc je ne reviens pas dessus. Mais expliquez très rapidement également, pour que vous soyez bien sûr qu'au moins ça a germé dans sa tête, même si sur le coup, il vous dit « Oui, je sais », ça va germer. Ensuite, soyez capable de mettre en lien le recueil des besoins métiers, la plus-value et la réussite financière du projet et de la satisfaction des utilisateurs. Donc là, je parlais tout à l'heure des KPI qui mesurent la réussite, soit du département des systèmes d'information, soit du projet, ou les deux. Donc là, voilà, soyez capable de vraiment leur expliquer que plus on découvre tard les besoins métiers, parce qu'ils vont finir par ressortir, que ce soit pendant les tests d'acceptance, que ce soit pendant la formation utilisateur, ou même pire, après le déploiement de l'application, donc là on jette carrément parfois l'application, eh bien mettez-leur cette information vraiment, exprimez-la. Voilà, exprimez-la. Ensuite, la satisfaction utilisateur aussi très importante. Si par exemple c'est une application pour des clients finaux et que par conséquent les clients potentiels, ils n'achètent pas les produits parce que ça a été mal fignolé, ça fait perdre de l'argent à l'entreprise et ça peut être un risque pour le DSI s'il a mal joué. Donc aussi, essayez d'être dans une perspective, ce que j'ai marqué, product owner, business owner et non pas seulement chef de projet, c'est-à-dire imaginer la solution dans son ensemble depuis le moment où on a l'idée de créer une solution informatique pour répondre à un besoin jusqu'au projet et à sa mise en œuvre dans le concret, dans la vie réelle, parce que de plus en plus, les chefs de projet vont pas disparaître, mais leur rôle va être minimisé, voire parfois disparaître au profit de ce qui est business owner. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je m'excuse, je n'aurais pas dû m'embarquer dedans parce que ça risque d'être trop long, mais réfléchissez sur la solution dans son ensemble et faites preuve de pédagogie pour expliquer en quoi ça a un impact de penser solution avant de penser besoin métier dans son ensemble. Troisième chose à faire, focalisez-vous du coup cette fois-ci sur le projet.
ou la demande d'évolution si c'est de la maintenance applicative. Il faut que vous ayez bien en tête que forcément, en face de vous, vous avez quelqu'un qui a des attentes en matière de gestion de projet, délai, budget, ressources allouées. Également, il va mesurer ses risques. Les risques métiers, les risques technologiques, les risques sur le projet, les risques sur sa propre carrière, d'où la subtilité qu'on doit avoir. Parce que dans sa tête, il va se dire, le DSI ou le chef de projet, qu'est-ce que je risque à proposer telle ou telle chose, qu'est-ce que je risque à ne pas le proposer. Jeu d'influence, très important. Également, le comportement à avoir. Ça, c'est la dernière chose. Excusez-moi pour les notifications. J'ai oublié d'éteindre une application. Je vais le faire de suite. Hop, voilà, ça y est. Alors, dernière chose, le comportement que vous, business analyst, vous devez avoir est hyper important. Parce que pour mener à bien tout cet argumentaire que vous aurez donc préparé, ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas, vraiment. Réfléchissez correctement avant. Il vaut mieux prendre du temps pour réfléchir à ça, pour avoir un succès derrière, plutôt que d'y aller bille en tête et râler un bon coup parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de temps pour recueillir les besoins métiers. Et votre comportement est hyper important. C'est-à-dire écoute, empathie. Encore une fois, mettez-vous à la place de votre interlocuteur, qu'il soit manager ou pas, toujours important. Les capacités d'influence, j'ai fait des articles dessus, allez les lire si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça, mais peaufinez, hein, ça peut être marrant d'ailleurs hein, de peaufiner sa capacité d'influence. Et puis, encore une fois, donnez des arguments étayés, chiffrés, factuels, que votre propre DSI pourra lui-même réutiliser pour aller chercher un nouveau budget ou des nouvelles ressources, etc. Et ne soyez pas dans l'émotionnel. Voilà, soyez pas dans l'émotionnel. Donc, vraiment factuel. Et puis, encore une fois, positionnez-vous en conseiller avisé du roi. Vous êtes là vraiment en conseiller. Il faut qu'il se sente soutenu, votre DSI, pas attaqué, pas jugé parce qu'il n'a pas prévu une phase de recueil des besoins. Encore une fois, il ne connaît pas aussi bien que vous, normalement, votre métier. Donc, soyez là pour conseiller. Si jamais, parce que ça arrive, malheureusement, évidemment, si jamais vos tentatives échouent, alors, moi, ce que je fais personnellement, mais dites-moi en commentaire comment vous faites, je prends acte. Je suis conseillère, j'ai tiré la sonnette d'alarme, j'ai mis en avant les risques. Si devant moi, j'ai quelqu'un qui ne veut pas changer d'avis, c'est son droit. C'est son droit de décisionnaire. Donc, je prends acte. Ça veut dire que je le dis. Très bien, je respecte ton choix. Pas de souci, je ferai au mieux avec les ressources que tu m'as données. Par contre, je mets noir sur blanc les risques encourus, puisque je les ai déjà un petit peu analysés. Donc, je lui dirais, attention par contre, on risque de trouver des besoins non exprimés, latents, cachés, plus tard dans le projet. Sois-en conscient, parce que si ça arrive, on risque d'avoir des problèmes. Donc, je te propose, parce que là, c'est la troisième partie du plan d'action, de cette réaction que j'ai personnellement, c'est que je propose un plan d'action. Je ne dis pas, voilà les problèmes que tu vas avoir, uniquement, puis je m'en vais. Je dis, voilà le plan d'action. C'est en général tout simplement une gestion des risques. Et la gestion des risques, c'est de dire, voilà, on va faire la liste de tous les risques potentiels encourus, du fait de ne pas avoir élicité les besoins, et on va les suivre. Et pour chaque risque, on va tout simplement prévoir à l'avance une réaction de mitigation en anglais, d'allègement du risque,